Bonjour et merci de nous rejoindre donc pour cette 23e heure. Mon nom est Lise Deshôtels, je suis l'animatrice de cette table ronde dédiée à l'Europe, s'engager vers une Europe verte. Je suis ex-collaboratrice au Parlement européen et consultante auprès de la Fondation européenne pour le climat. Nous arrivons donc bientôt à la fin de cet événement et après avoir discuté des leviers d'action locaux, on passe au niveau européen. Et avant de parler ambition climatique, pacte vert, la place du climat dans le plan de relance européen, nous avons un message de la part de Monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, en ouverture. Chers amis du climat et de l'Europe, je suis très heureux de pouvoir intervenir devant vous pour cette avant-dernière heure des 24 heures du climat, formidablement organisée malgré le Covid par le député du Gard, Anthony Sellier, que je veux saluer pour son engagement. Et je veux saluer aussi tous les participants à cette table ronde et en particulier notre députée européenne, Irène Tolleré, qui est aussi très engagée. Je n'ai pas pu être physiquement parmi vous, mais car je suis en ce moment en déplacement en Grèce, mais j'ai voulu contribuer à cette discussion. Vous avez choisi de parler d'Europe à la 23e heure, l'avant-dernière heure de ce tour d'horloge, et cela fait sens. Non pas parce que l'Europe arrive trop tard, mais cela fait sens parce qu'en Europe, le temps est désormais compté pour agir. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Avoir une Europe verte suppose de nous fixer collectivement des objectifs ambitieux. Atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais je sais que vous vous dites 2050 c'est si loin et nous sommes déjà beaucoup battus au niveau français pour entraîner et atteindre cet objectif, fixer cet objectif au niveau européen. Mais c'est loin, c'est la raison pour laquelle, comme l'a dit il y a quelques jours la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, l'Europe doit rehausser ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 et la Commission européenne a évoqué cette cible d'au moins 55% dans 10 ans. C'est un engagement très important parce qu'il nous place sur la trajectoire de la neutralité carbone. C'est un engagement très important parce que 5 ans après la signature de l'accord de Paris, l'engagement européen doit être un message fort aux grands pays émergents comme la Chine et l'Inde, qui sont aujourd'hui les plus gros émetteurs de CO2. C'est enfin un engagement très important parce qu'il donne un cap pour notre relance européenne qui est tant d'actualité et qui doit s'inscrire avec en ligne de mire la réalisation de cet objectif, de cette transition écologique. Pour y parvenir, l'Europe a prévu de se doter de nouveaux instruments dans le cadre du Green Deal. Et la France, là encore, a beaucoup poussé dans ce sens un certain nombre d'idées qui prennent corps et qui, aujourd'hui, sont sur l'agenda européen. Une banque européenne du climat qui devient réalité avec la Banque européenne d'investissement dont le mandat climatique s'étoffe, un prix rehaussé du carbone, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Europe que nous devons accélérer avec le soutien du Parlement européen dans les prochains mois, le développement de la finance verte avec la taxonomie qui permet de flécher les investissements vers la transition écologique, le plan d'économie circulaire, la protection de la biodiversité ou encore la lutte contre la pollution plastique. Avec la crise du Covid, certains ont cru ou pu faire croire que l'ambition climatique et environnementale était derrière nous, de côté. Mais cette triple crise sanitaire, économique et sociale que l'Europe entière traverse ensemble ne fait évidemment en rien disparaître la crise climatique contre laquelle, dans toute l'Europe et au-delà, la jeunesse se mobilise. C'est tout le contraire que nous portons. Le plan de relance européen met le climat au cœur de ses engagements avec le principe dit du Do Not Harm que nous avons porté et qui est dans l'accord du mois de juillet. Ce plan de relance européen irriguera le plan de relance français avec 40% de son financement, 40 milliards d'euros, et un tiers de ce plan de relance français et européen sera consacré à la transition écologique. C'est aussi 30% du budget européen qui doit être consacré à cette ambition. C'est là encore ce que nous avons porté et obtenu au mois de juillet. Car nous voulons faire en sorte que l'Europe ne reconstruise pas son économie telle qu'elle était, mais la relance et la reconstruise d'emblée telle qu'elle doit être, telle que nous voudrions qu'elle soit, que nous devons faire advenir, plus verte, tout en atténuant le coût économique et social de la transition pour la rendre juste et ne laisser personne de côté. Et puis au-delà du slogan et des instruments, une Europe verte, ce sont des choses très concrètes. Une Europe verte, c'est une Europe plus souveraine parce qu'elle est moins dépendante des énergies fossiles ou des métaux rares. Une Europe verte, c'est une Europe du mieux vivre parce qu'elle aura permis la rénovation thermique des bâtiments, le développement des mobilités douces, la préservation des espaces naturels qui sont là aussi au cœur de notre plan de relance.
Une Europe verte, c'est une Europe où l'on vivra en meilleure santé grâce à l'amélioration de la qualité de l'air, à la réduction des produits phytosanitaires, et nous devons mettre aussi notre politique commerciale en cohérence avec ces ambitions. Il reste bien sûr de nombreux actes à poser, de nombreux États à convaincre en Europe. Mais nous l'avons vu avec la neutralité carbone 2050, c'est possible. Et c'est le travail que je mène au quotidien avec mes autres collègues au sein du gouvernement et bien sûr dans toute l'Europe. Le moteur propre franco-allemand est essentiel, mais je suis optimiste. Nous avançons, nous devons avancer, plus vite encore. En cette 23e heure de vos débats, de nos échanges, je le dis, nous pouvons et nous devons ralentir l'horloge du dérèglement climatique. C'est notre combat commun qui nous réunit et qui est un combat fondamentalement positif et juste. Merci beaucoup, bon courage et bon débat pour cette table ronde et la conclusion de vos échanges. Voilà, donc le cadre est posé. Ce débat, vous l'avez compris, va nous permettre de revenir sur les objectifs européens climatiques, va nous permettre d'aborder également le Green Deal ou le pacte vert européen, de revenir également bien sûr sur les aspects d'actualité suite à la crise sanitaire avec le plan de relance. Donc, grâce à nos intervenants que je vais introduire au fur et à mesure, nous allons pouvoir être au fait déjà des dernières discussions dans les couloirs de Bruxelles, comprendre les enjeux et ce qui s'y passe, replacer aussi cette discussion dans une perspective plus historique en fait sur l'action climatique européenne, mais également donc comprendre quels sont les enjeux, quels sont les outils à disposition qui doivent nous permettre, au terme de la décennie que l'on vient d'engager, de tenir les engagements de l'accord de Paris notamment. Et j'espère que nous aurons bien entendu le temps de faire une articulation plus poussée, notamment pour les parlementaires français qui sont avec nous, avec les aspects du plan de relance en France et des aspects nationaux comme des aspects infranationaux, puisque comme l'a souligné la table ronde précédente, on a un fort besoin de coordination de tous ces échelons. Donc, sans plus tarder, et bien entendu, vous pourrez poser vos questions. Je vous invite à le faire sur le chat sur YouTube. Elles seront transmises et nous organiserons la prise de parole sur la fin de la table ronde à cet effet. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à notre première intervenante, Madame Irène Tolleray. Vous êtes donc députée européenne depuis mai 2019 du groupe Renew du Parlement européen, et également membre de la commission du développement régional, commission qui a été particulièrement active ces dernières semaines, puisque vous aviez entre les mains le fonds de transition juste, notamment, qui a beaucoup fait parler de lui pour ceux qui suivent l'actualité européenne. C'est à vous. Merci beaucoup. Donc, le Green Deal, entre guillemets, vise une Europe climatiquement neutre pour 2050. Et donc, pour ça, il est nécessaire de développer des nouveaux outils, de pousser des réformes ambitieuses et de rehausser les ambitions climatiques du continent. Le plan de relance européen relève les financements en faveur du climat en fléchant 30% du budget total sur ces questions et en instaurant le principe du do not harm qui reste cependant à définir concrètement. Le Green Deal et le plan de relance marquent un nouveau tournant pour l'Europe et ses ambitions climatiques, notamment comme l'a présenté la présidente von der Leyen lors du discours de l'Union hier. Donc, je ne sais pas comment vous voulez, je continue ou vous me posez une question, parce que moi, je peux vous parler de ce qui s'est passé hier et sur le fonds de transition juste. Éventuellement, c'est vrai qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect des objectifs, éventuellement votre point de vue sur le discours sur l'état de l'Union de la présidente von der Leyen, en quoi et comment le Parlement européen se positionne sur la question des objectifs. Et éventuellement, si vous voulez, je relancerai après sur plus les aspects des outils, et notamment en fait ce qui se passe sur le plan de relance et les enjeux autour du fonds de transition juste. Génial. Donc, hier, en fait, même si on n'a vraiment pas entendu parler, la présidente von der Leyen a vraiment présenté des ambitions climatiques revues à la hausse. En effet, la loi climat qui était présentée au printemps prévoyait de revoir cet objectif à la hausse et de le porter au minimum à 50%. La Commission européenne a décidé d'aller au-delà, au moins 55% par rapport à 1990 et à l'horizon 2030, alors que précédemment, on était à 40% dans les précédents objectifs de la Commission. Et elle a réaffirmé sa détermination.
C'est très important et c'est la seule voie pour que nous arrivions à respecter les accords de Paris. Et en fait, nous voulons tous les respecter parce qu'on n'a qu'une seule planète. Ce qui est important, c'est dans ce qui s'est passé depuis que je suis élue, l'impulsion n'est pas seulement venue des ONG. Elle est venue des mouvements citoyens. On a pu voir les jeunes avec le mouvement extraordinaire de Fridays for Future. C'est venu d'élus de terrain, mais également, et c'est nouveau et à souligner, c'est venu du monde des entreprises. Ce n'est pas anecdotique que 150 groupes mondiaux, dont EDF, Apple, Google, pour ne pas les citer, ont écrit à la Commission pour lui demander plus d'ambition climatique. Donc, afin d'accompagner cet effort, il est prévu que 30% des 1800 milliards d'euros de dépenses budgétaires européennes pour la dépense 2021-2027, le plan de relance compris, soient affectés à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est très bien, c'est la première fois qu'on a ces sommes qui sont engagées. L'argent est indispensable si nous voulons éliminer les passoires thermiques, si nous voulons passer à l'hydrogène vert comme énergie de production de l'acier et pour la mobilité du quotidien, si nous voulons équiper nos agriculteurs de technologies de précision qui nous permettent de sortir des pesticides. Mais attention, l'argent ne peut pas tout. Il est très, très important d'avoir une méthode de concertation et d'accompagnement sans stigmatiser personne. À l'heure actuelle, 20 pays ont exprimé leur soutien à un objectif 2030 d'au moins 50%, parmi lesquels 8, la France, l'Espagne, le Danemark, la Suède, la Finlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Lettonie, militent pour une réduction d'au moins 50%. Il y a un pays, la Pologne, qui refuse de s'engager à atteindre la neutralité carbone en 2050. Nous avons des économies européennes aussi, je pense à la République tchèque ou à la Roumanie, mais aussi la Pologne, qui sont très dépendantes du charbon. Pour eux, et c'était un des sujets du Fonds de transition juste, leur électricité est faite avec du charbon. Leur crainte, c'est qu'il y ait des coupures d'électricité avec la transition énergétique qui leur est demandée pour atteindre les objectifs. Donc, nous devons prendre en compte que le point de départ n'est pas le même. Et il ne faut laisser personne sur le bord de la route dans cette transition, notamment car nous sommes en plus en pleine crise économique suite à la crise sanitaire. Les crises économiques, je pense qu'ils ne sont pas bonnes pour les droits des femmes, les droits des minorités, mais également pour les dépenses structurelles pour l'avenir. Et au niveau de la Commission européenne, il est très important de voir qu'avec le Parlement, nous sommes tombés d'accord pour dire ce plan de relance doit être climatique et il doit justement reformater l'économie européenne pour aller vers les atteintes des objectifs du climat. Donc, on y reviendra certainement. C'est tout le travail que j'ai mené ces derniers mois sur le Fonds de transition juste, qui m'a valu pas mal d'attaques sur les réseaux sociaux, y compris par Action Climat Franck, mais dont je revendique la démarche et l'approche. Le Fonds de transition juste est doté de 17,5 milliards d'euros européens, dont 1 pour la France, qui est destiné à aider les économies les plus carbonées à opérer leur transition. Initialement, les 27 au Conseil comme la Commission avaient prévu que les investissements dans les énergies fossiles et donc dans les gaz ne seraient pas éligibles à ce fonds. Et je suis d'accord avec cette approche. Voilà, pour moi, il n'y a aucun problème avec ça. C'est d'ailleurs la position de la France et sera d'ailleurs sans doute la position finale qui sortira des trilogues puisque nous allons rentrer en trilogue. Cependant, cette position n'avait pas de majorité quand on a travaillé dessus. Il y a des choses qui ont changé le lundi soir de cette semaine, mais avant, il n'y avait aucune majorité. Et donc, on avait 2 possibilités. C'était refuser le gaz sans condition, avec quelque part, il faut écouter les Roumains ou les Tchèques qui disent « vous êtes gentils avec votre transition économique et écologique ou climatique, vous nous envoyez des entreprises françaises ou allemandes pour sortir du charbon avec des panneaux photovoltaïques, et nous, en fait, on voudrait sortir plus vite et on a des solutions nationales avec le gaz. Donc, pourquoi est-ce que les subventions européennes devraient aider des entreprises qui ne sont pas de nos pays? Donc, il faut écouter, on part avec des points de départ très, très différents. Donc, on pouvait imposer la vision de l'Europe de l'Ouest, de dire, eh ben, hop, voilà,
on ne finance pas, parce que en fait, dans l'Europe de l'Ouest, à part l'Allemagne, personne n'a de son énergie qui dépend du charbon. Et donc, si on faisait ça, de facto quand même, on renforçait le clivage Est-Ouest. Tous les groupes politiques européens au Parlement n'ont pas de délégation des pays de l'Est. Nous, on a une grosse délégation roumaine, tchèque et tout. C'est vrai qu'il y a d'autres groupes politiques qui n'en ont pas. Donc évidemment, leur position politique à l'intérieur de leur groupe n'est pas du tout argumentée par ça, parce qu'ils n'ont pas de députés qui leur disent nous, attention, quand vous avez un Roumain qui vous dit on va couper l'électricité avec la transition climatique, c'est pas terrible. Donc, ou alors les écouter et accepter que le gaz puisse être une énergie de transition pour une sortie plus rapide du charbon. En contrepartie, et c'est ça qui est très important, on a mis des contreparties très strictes. Et ces contreparties très strictes, elles resteront. Donc, la soumission de tous les projets gaziers sont soumis aux critères de la taxonomie, ce qui n'était pas le cas au préalable. Obtenir leur engagement dans les objectifs de la neutralité. Si le pays ne s'engage pas, 50% des fonds sont bloqués. Ça vise notamment la Pologne. Et du coup, en fait, le gaz de transition est accompagné au total par des pratiques et des investissements qui seront beaucoup plus cadrés pour atteindre plus vite les objectifs. J'ai dépassé mon temps, c'est ça ? Écoutez, c'était parfait, c'était complet, je pense, pour tout le monde et je ne vous avais pas menti, donc on a un aperçu de ce qui se dit et ce qui se passe dans les couloirs de Bruxelles, donc merci beaucoup madame Tonneret. D'autant que vous mettez justement, vous pointez un élément, très intéressant des débats actuels qui, alors que le Parlement européen, a quand même cette particularité de, malgré sa composition multinationale, de compter des groupes politiques qui sont réunis par famille, effectivement, bien souvent sur des votes, des logiques nationales reprennent le pas et ça doit nous renvoyer aussi à, finalement, la place qu'a ce débat aujourd'hui dans le mouvement plus global de la construction européenne. Et c'est pour ça que je peux introduire maintenant Monsieur Thomas Pellerin-Carlin, qui travaille donc à l'Institut Jacques Delors et qui va pouvoir nous offrir ce regard. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc moi je suis le chercheur de cette table ronde et donc du coup en bon chercheur que je suis, je pense qu'il faut d'abord commencer par remettre les choses dans leur contexte. Et tout d'abord dans le contexte historique. La transition énergétique dont nous parlons aujourd'hui s'inscrit dans un temps long, qui est en fait un temps d'une durée de 2 siècles, qui sont les 2 siècles de notre histoire industrielle. Et les travaux d'historiens comme Jean-Baptiste Fressos par exemple ont bien démontré que dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons jamais réalisé de transition énergétique. Depuis 2 siècles, nos ancêtres ont toujours consommé de plus en plus d'énergie. Ils ont ajouté des nouvelles sources d'énergie aux anciennes sources d'énergie. Notre consommation de bois en Europe, aujourd'hui, est beaucoup plus importante qu'il y a 50 ans ou qu'il y a un siècle, par exemple. Et en fait, à cette croissance de la consommation de bois, on a ajouté une croissance de la consommation de charbon, puis une croissance de la consommation de pétrole, et le gaz, et le nucléaire, et l'éolien, et le solaire. Et tout cela, évidemment, nous amène dans le mur climatique, parce qu'à partir du moment où on consomme plus de pétrole, de charbon et de gaz, on émet plus de gaz à effet de serre, et du coup, on avance tranquillement ou rapidement, selon les cas, vers quelque chose qui sera plus ou moins catastrophique, selon les choix que nous prenons aujourd'hui. Alors cette tendance-là, elle se poursuit au niveau mondial. Là où l'Europe est vraiment un continent particulier dans l'histoire de l'humanité, c'est que depuis 2006, la consommation d'énergie en Europe a baissé. Donc depuis 2006, depuis les 15 dernières années, on va dire, la consommation d'énergie mondiale, elle, a augmenté de 20%. Pendant ce temps-là, la consommation énergétique européenne n'a pas augmenté, elle a même baissé de 10%, ce qui est vraiment du jamais vu dans l'histoire de l'Europe depuis 2 à 3 siècles. Et ça, ce changement historique, cela a été possible grâce aux efforts européens d'efficacité énergétique dans le bâtiment, dans l'industrie, principalement. Ce qui est aussi intéressant et encourageant pour l'avenir, c'est qu'en Europe, la source d'énergie qui a été le plus frappée par cette baisse de consommation d'énergie, c'est le charbon. Aujourd'hui, en Europe, on consomme à peu près 2 fois moins de charbon qu'en 2006, ce qui est vraiment une réalisation majeure et vraiment la priorité pour
combattre le changement climatique et limiter les impacts du changement climatique dans nos vies, cette décennie et pour les décennies à venir. Aussi intéressant, la consommation de pétrole a baissé, moins 13%. La consommation de gaz a elle aussi baissé, moins 7%. Et par ailleurs, la consommation nucléaire, elle aussi, a baissé d'environ 20% entre 2006 et 2019. Et pendant ce temps-là, les seules sources d'énergie qui ont vraiment cru, qui sont passées de sources d'énergie anecdotiques à de vrais éléments importants pour notre modèle économique et notre modèle de société, ce sont les énergies renouvelables, avec par exemple un doublement de notre consommation de biomasse et une multiplication par 4 de notre consommation d'énergie provenant de l'éolien et du solaire. Donc ça, c'est pour le contexte historique. Pour le contexte politique d'aujourd'hui, en 2020, lui aussi, il est singulier et il est marqué par ce que je pense être 4 changements majeurs qui sont intervenus durant la dernière décennie. Le premier changement, et ça a été rappelé par le secrétaire d'État Clément Beaune, c'est que pour la première fois dans l'histoire européenne, on a une jeunesse mobilisée et politisée sur les questions du climat. On a une génération qui se politise sur la question climatique. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'Europe. Historiquement, les élites européennes, lorsqu'elles étaient jeunes, se politisaient sur d'autres enjeux qui pouvaient être liés, par exemple, aux inégalités sociales, au racisme, etc. Pour la première fois, on a une jeunesse qui se politise sur la question du climat. Et ces gens-là sont déjà des électeurs aujourd'hui, en tout cas pour celles et ceux qui sont majeurs, mais ce sont aussi les députés de demain, les entrepreneurs de demain, les investisseurs de demain, les actionnaires de demain, les travailleurs de demain. Le deuxième fait nouveau et majeur, c'est que maintenant, on a une boîte à outils européenne, avec des outils financiers, des outils réglementaires qui sont là, et qu'on peut adapter aux enjeux de la transition. Il y a 15 ans, on n'avait pas véritablement d'Europe de l'énergie. Maintenant, on l'a. La question est de savoir à quoi est-ce qu'on utilise ces outils. Le troisième fait nouveau et fait majeur, c'est que maintenant, on a un projet politique. Un projet politique qui est nouveau, qui est un projet politique fondamental, qui est le pacte vert européen, ce qu'en anglais on appelle le European Green Deal, et là aussi, qui est soutenu par une grande majorité du Parlement, disons au moins les 2/3 des eurodéputés soutiennent le projet de pacte vert européen. Et là aussi, où c'est particulièrement singulier, c'est que ce pacte vert-là n'est pas porté par je ne sais quel décideur politique écologiste, il est porté par une femme politique de droite allemande, Ursula von der Leyen, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est la présidente de la Commission européenne. Et enfin, le quatrième et dernier élément politique, vraiment intéressant, me semble-t-il, et qu'a souligné l'eurodéputé Tolleret, c'est qu'on a de plus en plus d'entreprises qui s'engagent vraiment, qui demandent vraiment aux décideurs politiques de fixer des objectifs climatiques qui soient ambitieux, qui soient clairs et qui soient juridiquement contraignants. Et ces entreprises-là disent « nous avons besoin d'ambition et de certitude afin de pouvoir investir et de pouvoir innover de manière à être compétitifs dans l'économie de demain ». Et ça, c'est véritablement nouveau parce qu'on voit des parties très importantes du monde de l'entreprise évoluer. Alors pour finir sur un point, disons, pour arriver vraiment à l'actualité chaude des questions européennes aujourd'hui, comme le soulignait Clément Beaune, la question c'est de savoir si on relance l'économie d'hier, si notre relance économique d'aujourd'hui cherche à relancer l'économie des années 2000 et des années 2010, ou si notre relance cherche à construire l'économie dont nous avons besoin dans la décennie 2020, la décennie 2030, notamment pour limiter les impacts du changement climatique, mais aussi pour bâtir une économie riche en emplois, prospère et résiliente aux prochaines pandémies et aux prochaines catastrophes qui ne manqueront pas d'arriver au XXIe siècle. Aujourd'hui, me semble-t-il, l'Union européenne offre tous les outils pour faire la première relance verte de l'histoire du continent. La question est de savoir s'il y a la volonté politique de le faire, et notamment de savoir si les discours politiques vont être suivis dans les faits et dans les décisions détaillées et concrètes que prennent les décideurs. Et pour moi, il y a 2 enjeux majeurs pour la France, et je terminerai là-dessus. Le premier enjeu pour la France, c'est est-ce que la France va vraiment investir dans la relance verte? On a un plan gouvernemental qui est ambitieux. En termes de chiffres, on est sur ce qu'il faut faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 de 40%, pas de 55%. Il faudra voir dans le détail, est-ce que cet argent-là va vraiment aller aux PME innovantes, aux startups, de la rénovation des bâtiments, par exemple, et de voir aussi comment la France, le gouvernement français, va choisir d'aider les entreprises qui, pour l'instant, sont des entreprises polluantes. On peut penser au secteur de l'aviation, au secteur de l'automobile. Est-ce qu'on leur donne de l'argent pour qu'ils relancent le modèle économique d'hier,
ou est-ce qu'il y a des conditionnalités strictes, fortes, ambitieuses, partagées avec les entreprises, qui permettent d'avancer dans la lutte contre le changement climatique? Et deuxième et dernière question, c'est est-ce que la France va soutenir un changement ambitieux du cadre réglementaire européen concernant l'énergie et le transport? Ça, c'est une des grandes nouveautés annoncées par Ursula von der Leyen avant-hier, c'est qu'on sait maintenant qu'à l'été 2020, dans à peine 9 mois, on va réouvrir toute la législation européenne en matière d'énergie et de transport. Et donc là, il faudra s'assurer que les discours politiques, publics, soient bien en accord avec les votes concrets. Et cela n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de la France. Par exemple, ça n'était pas le cas à plusieurs reprises sous la présidence de François Hollande. Et donc, c'est là aussi la mission des députés et des sénateurs français de s'assurer que le gouvernement français, lorsqu'il est à Bruxelles, mette bien toujours en cohérence les mots et les actes. Merci beaucoup pour cette intervention complète et qui, comme vous l'avez dit, remet bien le tout en contexte. Donc, vous évoquiez, et Madame Tollera a également évoqué un signal intéressant et même vu comme fort, puisque effectivement il y a eu ce courrier conjoint publié à la veille du discours sur l'état de l'Union, signé par 150 groupes mondiaux, entreprises et investisseurs, qui demandaient effectivement cette baisse de 55%, en estimant que c'était même un niveau minimal nécessaire pour atteindre la neutralité carbone, et qui pointait ce que vous venez d'expliciter, cette demande en fait de clarté et sur les objectifs, sur les moyens et sur les échéanciers, bien entendu, pour ce faire. De façon intéressante, donc, ce courrier a été signé par quelques dirigeants et investisseurs français, dont certains se trouvent être membres de l'association que représente notre prochain intervenant, qui est l'Association française des entreprises privées. Donc merci à Nicolas Boquet, qui est son directeur environnement énergie, de nous rejoindre. Bonjour et merci à vous. Alors, j'imagine là que voilà, on va directement sur les principaux points de l'échange. Donc, l'association française d'entreprises privées représente 113 membres. En fait, ce sont toutes des grandes entreprises, mais de tous les secteurs d'activité représentés à l'échelon de leur président. On a donc des producteurs d'énergie, des entreprises qui la distribuent, des entreprises industrielles qui utilisent l'énergie pour les productions, des entreprises qui vendent des services, des entreprises acteurs financiers, donc toute une série d'entreprises très variées et qui toutes nous ont encore, même au début de l'été, complètement confirmé dans ce que vous venez de dire. Ce n'est pas uniquement les 150 mondiaux, dont certains membres de la FED, mais globalement, tous les présidents membres de la FED donc, ont vraiment rappelé ce soutien à cette transformation économique en vue de la transformation climatique pour être conforme au principe de neutralité climatique à l'horizon 2050 qui a été retenu pour l'Union européenne à l'échelon européen. Et donc, de ce point de vue-là, je vais vous dire qu'ils sont tous très, très engagés dans cette évolution. Maintenant, comme on l'a vu, c'est une évolution qui devrait être engagée, si on comprend bien, vu l'objectif de 2050, dans un temps très court au regard des efforts qui ont pu être réalisés dans le passé. La FEP avait commandité en 2019, pour fin 2019, on a rendu public une étude au Shift Project pour aider les grands groupes en fait, à construire leur scénario énergie-climat en vue de cette immense transformation. Et ce qu'on a observé finalement dans cette étude-là, c'est qu'effectivement le niveau des efforts à réaliser, notamment en termes d'efficacité énergétique, qui est un premier point, est considérable et donc demande, même si on a fait des progrès, comme il a été récemment cité, des progrès encore plus intenses, de 4 à 5% d'amélioration de l'efficacité énergétique par an, et on en est encore loin. C'est un des vraies questions et des vraies problématiques qui se posent. Donc la question, c'est qu'en fait, les entreprises, elles sont face à un principe de réalité. Il y a la réalité du climat, il y a la réalité de la technologie, il y a la réalité économique et sociale, et finalement, toute cette question pour les entreprises, c'est comment être un acteur dans le réel et passer du discours à l'action en étant finalement cohérent dans ce qu'on fait et dans ce que l'on dit. Et ce n'est pas mince. Parce que finalement, dans la sphère politique, on a effectivement des grands objectifs, excusez-moi, dans la sphère politique, on a des grands objectifs qui sont, heureusement, qui donnent un cap, une visibilité, mais pour beaucoup d'entre eux, ils reposent sur une mise en œuvre par les acteurs économiques,
par les foyers, les personnes, et là-dessus, on a besoin des efforts de tout le monde. Donc la question, c'est qu'évidemment, dans ce cadre-là, il s'agit d'être cohérent et comment on pilote cet effort global. De ce point de vue-là, les entreprises de la FEP, moi je travaille sur ces questions-là depuis 2000, on avait d'abord une vision purement nationale de ces sujets et on a souhaité qu'elles puissent être plutôt européanisées. Donc il y a eu un certain nombre d'outils qui se sont mis en place à partir de 2005. Puis, évidemment, l'accord de Paris étant venu, évidemment, il y a tout l'enjeu de comment on partage cet effort au niveau mondial et comment il est mis en place. Donc, pour un certain nombre d'entreprises qui sont soumises à la concurrence internationale, bien entendu, il y a comment on continue à être présent et à faire des efforts et comment on continue à survivre par rapport à des concurrents qui ne feraient pas des efforts équivalents. Donc ça, c'est un enjeu complètement essentiel. Et de ce point de vue-là, la FEP a engagé depuis le début de l'année une étude sur les différents types de mécanismes d'égalisation des conditions de concurrence aux frontières. C'est une autre version du mécanisme d'ajustement carbone. Et on va la rendre publique prochainement pour bien voir qu'est-ce qui peut être fait d'un point de vue taxation, d'un point de vue inclusion des questions des importations dans un système éventuellement ETS, ou comment on peut travailler aussi sur les outils de commerce international, notamment sur la question de la lutte contre les subventions industrielles dans des pays tiers, pour égaliser ces conditions de concurrence, et on va faire un apport positif sur cette réflexion. De façon générale, ce que l'on peut dire, c'est que tant du point de vue du plan de relance au niveau européen que français, on est finalement très satisfait parce qu'il y a un message qu'on relaye, et là à titre personnel depuis 2005, au moment où sont nés finalement des instruments fondés finalement sur le signal prix et sur la contrainte prix. On a toujours dit au pouvoir public français et européen, c'est très bien d'avoir une visibilité sur un signal prix, mais c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Et ce que l'on souhaitait, c'est qu'il puisse y avoir également autant d'efforts mis sur les outils, sur le signal prix, que sur les outils qui vont permettre à l'offre de s'organiser, de se développer et de mutualiser les efforts, notamment au niveau européen. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'à ce titre-là, on était un peu isolé à l'époque. En 2003, quand la directive ETS s'est mise en place, on a été en faveur de l'européanisation du revenu des enchères de quotas, alors que les États membres, dont la France et d'autres, étaient strictement attachés au fait que tous ces revenus-là puissent être utilisés uniquement au niveau national et pas au niveau européen. Et évidemment, nous, notre but, c'était de dire, quand on fait face à une concurrence technologique internationale, que ce soit aux États-Unis, en Chine, ailleurs, au Japon, en Australie, etc., eh bien, il y a des moyens qui sont mis et qui sont considérables pour développer la technologie. Et ce n'est pas en refaisant 29 centres 25 centres, 27 centres de recherche au niveau européen qu'on va pouvoir mutualiser les efforts. Donc, mutualisons les efforts, travaillons ensemble. Évidemment, comme tout le monde sait qu'il y a des grands projets européens qui se mettent en place sur la batterie, sans doute sur l'hydrogène et ailleurs, mais continuons dans ce sens et essayons de travailler sur un équilibre et en marchant sur nos deux pieds, la contrainte signal prix et le développement de l'offre. Pour nous, c'est une condition sine qua non pour avancer. Et jusqu'à maintenant, les politiques avaient plutôt tendance, mettons juste le signal prix, ça suffira tout seul pour déclencher les investissements. Nous, on a le sentiment que non, parce qu'alors, on devra être compliant avec nos objectifs en utilisant la technologie des autres et pas des Européens, et on aura raté la question de l'emploi. Donc là, c'est absolument essentiel d'avoir cette vision équilibrée pour pouvoir avancer sur ce sujet. Je n'ai même pas déclenché mon chronomètre, alors je ne sais pas combien de temps il me reste. Je voulais peut-être, si j'ai une minute, peut-être, dire un point. Il y a un grand enjeu qui se naît en ce moment sur la question de la taxonomie européenne, qui commence par le climat, puis qui va dérouler d'autres enjeux de l'environnement. Pour nous, évidemment, on l'accueille positivement. Il y a simplement un point qui est fondamental, c'est qu'aujourd'hui, les travaux qui ont été mis en place par la Commission se sont essentiellement focalisés sur les activités déjà vertes, en disant ce sont ces activités déjà vertes qui vont pouvoir bénéficier de financements supplémentaires. Ce que l'on souhaite mettre en avant, c'est qu'en fait, l'enjeu principal, c'est non pas de trouver de nouveaux financements pour des activités déjà vertes, mais pour financer celles qui doivent aller en transition, qui ne sont pas bons aujourd'hui et qui doivent aller en transition. Entre guillemets, faire passer du marron au vert, et tout en stigmatisant peut-être le moins possible ceux des marrons qui veulent devenir verts. Voilà, je suis désolé avec ces références de couleurs, parce qu'elles sont un petit peu simplistes. Mais voilà, et donc aujourd'hui, tout reste à faire dans le travail de taxonomie. Rien n'a été fait pour définir les modalités de c'est quoi une activité en transition. Et je crois que dans ce point-là, un point essentiel va être comment on repère des activités d'entreprises qui ont envie de venir en transition et comment finalement, dans un dialogue intelligent
est suffisamment focalisée, on va pouvoir dire oui, celle-là, elle est effectivement en transition. Et pour l'instant, personne n'a la pierre philosophale. Et je pense que ça va être un point très important pour ne pas être dans la caricature, ni dans un sens, ni comme dans l'autre, mais d'être dans le pragmatisme et l'opérationnel. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous. Je vais donc introduire notre dernier intervenant et je vais lui demander de réagir parce qu'après tout, à entendre tout le monde, j'ai l'impression que le son de cloche est globalement le même et une majorité, un consensus se dessine. Je vous remercie d'ailleurs, Monsieur Bocquet, d'avoir mis sur la table effectivement le sujet de la taxonomie sur lequel on pourra revenir plus précisément, mais finalement, on a aussi besoin de comprendre, euh, comme vous le pointez, le comment, les outils, qu'est-ce qui se développe. La taxonomie est un de ces enjeux. Et donc, Monsieur Neil Makarov, qui est responsable Europe pour le réseau Action Climat, va pouvoir nous offrir aussi une lecture plus du côté des organisations non gouvernementales, françaises, mais avec un réseau européen également. Et nous passerons ensuite au débat. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil YouTube. Merci. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est très difficile de réagir à tout ce qui a été dit, mais je pense que, en tout cas, c'est sûr que la place du climat en Europe est vraiment en train de changer. On le voit politiquement, c'est devenu une priorité, et c'est devenu une priorité pour tous les groupes politiques. C'est assez drôle parce qu'il y a quelques années, au Parlement européen, quand on parlait à des conservateurs de la droite européenne, du PPE, et qu'on parlait du climat, ils nous disaient ça c'est un truc pour les Verts. Maintenant, tout le monde s'y met et tout le monde parle du climat, et c'est déjà une avancée importante, et c'est vraiment l'effort de mobilisation de la jeunesse du mouvement climat dans sa globalité qui a permis d'arriver à ce résultat. Et donc là-dessus, c'est très positif, les lignes bougent et le discours de Ursula von der Leyen sur le climat, sur le fait de rehausser notre ambition climatique à au moins 55% de baisse des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050, là-dessus, c'est une excellente nouvelle parce que pour la première fois, la Commission met les pieds dans le plat, si vous me permettez l'expression, elle lance le débat sur l'ambition climatique. Alors, ça ne veut pas dire que 55% de baisse des émissions de gaz à effet de serre, c'est suffisant, parce qu'on sait qu'il faut atteindre au moins 65% de baisse des émissions de gaz à effet de serre si on veut que l'Union européenne contribue à limiter la hausse des températures à 1,5 degré. C'est notamment le programme des Nations Unies sur l'environnement qui nous rappelle ces chiffres. Mais malgré tout, le fait que la présidente de la Commission européenne souhaite passer de 40 à 55%, ça va quand même dans le bon sens. Et là-dessus, la bataille est vraiment loin d'être terminée parce qu'il faut savoir que ce sont les États membres qui, in fine, sont décisionnaires sur cette question. Et que là-dessus, tous les États membres ne sont pas encore convaincus. Madame Tolleret a mentionné la Pologne à juste titre, mais il y en a d'autres. Et on a besoin d'une forte mobilisation de tous les États. Le président de la République avait soutenu cet objectif en septembre dernier. On a besoin qu'il continue à le soutenir et qu'il le porte au niveau européen. Et là-dessus, la mobilisation des parlementaires à l'Assemblée nationale comme au Parlement européen est vraiment nécessaire pour que le gouvernement français puisse véritablement s'engager dans cette négociation avec force. Et c'est nécessaire. Mais au-delà de l'objectif qui est un peu la boussole d'action, et ça a été très bien dit, il y a le test de crédibilité. Et le test de crédibilité, c'est l'action. L'action, notamment à travers les outils du Green Deal, c'est-à-dire est-ce qu'on va mettre en place des réformes secteur par secteur pour faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Moi, je suis très heureux d'entendre que les entreprises, ça y est, elles s'engagent sur un objectif de rehausse de l'ambition climatique, un objectif plus élevé pour le climat pour 2030, parce que dans un courrier de l'AFEP, justement, en avril dernier, en plein milieu de la crise de la Covid-19, ces mêmes entreprises avaient demandé à la Commission européenne, justement, de prendre son temps et de retarder les travaux sur la hausse des objectifs climatiques. Donc, aujourd'hui, le message qui est donné par les entreprises est très important, et tant mieux, c'est très bien que ces entreprises s'engagent dans la dynamique. Mais le test de crédibilité, maintenant, c'est vraiment la question du plan de relance, c'est-à-dire est-ce qu'on va réussir à aligner les investissements avec le niveau d'ambition nécessaire pour lutter véritablement contre le dérèglement climatique. On a 750 milliards d'euros du plan de relance européen qui va abonder les plans de relance nationaux. Et là-dessus, la Commission nous dit quoi? Elle nous dit que 37% doit aller vers le climat, 37% des plans de relance nationaux doivent aller vers le climat, et qu'il ne doit pas avoir de projet néfaste, c'est-à-dire le fameux principe do no harm. Là-dessus, on a un vrai problème de crédibilité aussi, parce qu'il se trouve que dans ce principe de do no harm, et comme Madame Tolleret l'a très bien dit, il n'est pas encore défini, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'est un projet qui n'est pas néfaste pour le climat, qui n'est pas néfaste pour l'environnement. On a la taxonomie qui nous dit
ce qui est vert, mais on n'a rien qui nous dit ce qui n'est pas vert. Même si on a quand même quelques idées, on sait que les énergies fossiles sont vraiment le cœur du problème dans le dérèglement climatique et que investir dans les énergies fossiles ne fait qu'alimenter la crise climatique et ne fait que gaspiller de l'argent public dans une crise qui risque en fait de reproduire. On risque de reproduire, si on investit les fonds de la relance dans les énergies fossiles, on risque de reproduire les mêmes erreurs qu'en 2008, c'est-à-dire une décennie de hausse des émissions de gaz à effet de serre qui rendrait les objectifs de l'accord de Paris complètement inatteignables. Donc on a un vrai enjeu, c'est passer de l'objectif moins 55% de baisse des émissions de gaz à effet de serre à l'action. Et sur ce dernier point, malheureusement, on assiste vraiment parfois à un retour des vieux réflexes, soit de la réelle politique des États membres qui souhaitent conserver leurs intérêts nationaux, le charbon pour certains, le gaz pour d'autres, etc. Soit aussi des vieux réflexes aussi, et malheureusement, le signal qui a été envoyé par les parlementaires européens cette semaine, et pourtant le Parlement européen est censé être l'institution européenne la plus ambitieuse sur le climat habituellement, mais cette semaine, le Parlement européen a adopté, comme l'a dit Madame Tolleret, a adopté la possibilité de financer à travers le Fonds de transition juste des infrastructures de gaz fossiles. C'est une possibilité, ce n'est pas forcément obligatoire, mais c'est une possibilité. Et ça, c'est un signal qui est très néfaste. Pourquoi? Parce que le fonds de transition juste, c'était un fonds qui aide les régions les plus dépendantes au charbon et aux énergies fossiles à en sortir. Et là, en finançant le gaz avec de l'argent public européen, avec l'argent du contribuable européen, on risque en fait de passer d'une dépendance au charbon à une dépendance aux importations de gaz de Russie, de Turquie, d'Azerbaïdjan. Donc, en réalité, tout ce qui est contre même l'idée de souveraineté énergétique européenne, qui est contre même l'idée d'une transition écologique, et qui d'ailleurs ne crée pas d'emplois et ne permet pas de reconvertir les bassins d'emploi en Pologne, en Tchéquie, en Bulgarie, en Espagne, parce que si on veut sortir du charbon, c'est pour créer de l'emploi également local et permettre à ces bassins d'emploi de pouvoir vivre. Or, le gaz, importer du gaz fossile, ne permet pas de créer d'activités très localement dans ces régions, et donc là-dessus, il y a un vrai danger. Et lorsque vous dites, Madame Tolleret, et je me permets de revenir là-dessus parce qu'on me demande de réagir, qu'il n'y avait pas de majorité anti-gaz au Parlement européen, il se trouve qu'il y en avait une, parce que les amendements anti-gaz, enfin les amendements pour le gaz, pour inclure le gaz dans le fonds de transition juste, sont passés à 45 voix près et à 10 voix près. Il y en avait deux, et donc le vote était extrêmement serré. Le vote était extrêmement serré et les 23 députés Renew français, en l'occurrence, ont voté pour inclure le gaz, alors même que… Excusez-moi, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Je vais finir mon développement. Voilà. Je finis mon développement. Après, Jean-Charles, on ne peut pas dire ça. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Il y avait une majorité qui était possible sur l'antigaz. C'est vrai qu'avant, on savait que la majorité au Parlement européen était très fine sur cette question-là. Mais là, en l'occurrence, avec la délégation française de députés Renew, ils auraient pu faire basculer la majorité vers une majorité anti-gaz. Il manquait quelques voix, 10 voix pour un des amendements. Et le gouvernement français était très clair même sur sa position. Il avait demandé aux députés français de voter contre le gaz, et ça n'a pas été fait malheureusement. Mais je pense que au lieu de rentrer dans les polémiques là-dessus, en effet, il y a le trilogue qui arrive, il faut tirer les leçons de cet échec, parce que ça n'est un, pour essayer de capitaliser et essayer que pour le gros paquet qui est le plan de relance européen, 750 milliards, on puisse véritablement sortir les énergies fossiles de ce paquet, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas fait, ça n'est pas opérationnel, le principe de do no harm, et donc on a vraiment besoin de mener cette bataille, et là-dessus, les parlementaires européens, comme les parlementaires français d'ailleurs, dans le plan de relance français, ont un rôle à jouer pour vraiment éviter d'avoir des projets néfastes pour le climat. Donc, juste pour conclure, on a un objectif européen sur le climat qui va peut-être être plus ambitieux, on l'espère. En tout cas, on espère que les États comme la France vont pousser pour. Et on a un autre enjeu, c'est la crédibilité par l'action, et notamment à travers le plan de relance, investir plus dans le climat, mais aussi ne pas investir dans ce qui pourrait finalement nuire à la transition écologique. Merci beaucoup. Donc, alors que le débat prend une tournure un peu vive, je vais d'abord donner dans un premier temps la parole à Monsieur Bocquet, aussi en réaction. Donc, Monsieur Makarov, vous évoquiez un courrier de la FEP au printemps dernier qui demandait un ralentissement sur certaines législations. Donc, je vais donner la possibilité à Monsieur Bocquet d'y répondre. Mais ça me permet aussi de rebondir avec une question qui a été posée dans le chat. Qui est un peu un marronnier de la politique européenne, mais une question sur laquelle je veux bien votre point de vue, qui s'exprime ainsi: doit-on supprimer les lobbies au Parlement européen pour enfin développer le vert en Europe?
Alors, dans quel sens souhaitez-vous Éventuellement un avis de la part d'un des intervenants, sachant que le Parlement européen dispose quand même, et je pense que ça a le mérite d'être pointé, d'un système d'encadrement et d'enregistrement des activités de lobbying qui est assez unique et assez intéressant dans le monde. Oui, oui. Juste sur le premier point qu'évoquait voilà, M. Macarol, en fait, au mois d'avril dernier, en fait, on a consulté nos adhérents sur la base d'un projet de document qui effectivement s'est retrouvé dans le contexte, etc. Donc, nous avons pour pratique de consulter nos adhérents quand on prend des positions, donc ce n'était pas un document définitif. Par ailleurs, concrètement, qu'est-ce qu'il y avait écrit dessus? C'est que sur la question de l'ambition à 2030, nous, on a écrit qu'il nous semblait que dans ce projet, le fait de sortir une étude d'impact dès le mois de septembre ne nous semblait pas forcément le plus pratique, en fait, pour pouvoir intégrer la faisabilité de l'objectif, dans le sens où il y avait une autre étude d'impact qui était en train d'être réalisée sur le mécanisme de carbone aux frontières pour la même horizon de 2030. Et donc, quand on travaille sur l'horizon 2030, si on définit le niveau d'objectif sans savoir si le BCA il est faisable ou il n'est pas faisable, c'est un tout petit peu compliqué. Donc, je n'ai pas eu le temps de regarder dans le détail les deux études d'impact qui vont à l'appui de l'objectif de moins 55% de la proposition de la Commission. Je pense qu'ils sont bien faits, mais ils ne peuvent pas, en tout état de cause, intégrer la faisabilité du BCA. Or, il est assez essentiel dans le niveau d'objectif qui va être engagé. Voilà. Et si le deuxième point qui était mis sur ce projet, c'était que la révision de la directive IED ne devait pas inclure des éléments sur la question du CO2, puisque c'est une directive qui concerne les polluants locaux. Or, dans un permis d'émission local, pour l'instant, on ne met pas d'émissions sur le CO2, puisque c'est traité par la directive ITS. Donc, c'est la question de la superposition des instruments. Voilà le point sur lequel nous avions, dans ce projet, consulté nos adhérents et qui ne correspondent pas, du coup, dans le wording que vous l'avez vu, à un document définitif. Voilà. Et à la Alors, question de savoir si les lobbies doivent être pour la supprimés. deuxième question, écoutez, la question c'est de savoir est-ce qu'il faut des associations représentatives ou qui rassemblent des adhérents. Il se trouve que l'AFEP a comme dans son code génétique de avoir comme adhérents des grandes entreprises françaises mais qui opèrent à l'international. Est-ce qu'il faut interdire que des associations qui ont un point de vue d'entreprise, qui vont mettre en œuvre un certain nombre de législations, puissent s'exprimer pour rencontrer au préalable des députés, entre autres, par ailleurs? Écoutez, je pense que pour l'instant, ce qui n'est pas interdit est possible et que surtout, à un moment donné, les acteurs qui doivent mettre en place, il me semble relativement normal qu'ils puissent parler à ceux qui conçoivent la législation des conséquences de ce qu'ils vont adopter. Alors après, moi je trouve que c'est quand même ne pas faire honneur aux députés que de penser que ces députés, après avoir rencontré ces différents représentants, ne sauraient pas se faire leur propre avis. Ils ont la capacité de se faire leur propre avis et de consulter des organisations qui sont capables d'avoir des expertises indépendantes, également rattachées auprès du Parlement européen. Et moi, je pense qu'il vaut mieux connaître les points de vue des différents acteurs pour se faire son propre point de vue que d'estimer qu'il vaut mieux ne pas les entendre. Et par ailleurs, il existe déjà des dispositions, en tout cas sur le reporting, que doivent faire les associations agréées, puisque notre association l'est sur le plan européen et sur le plan français. Merci à vous et j'espère que ça répondra à la question de la personne qui avait posé cette question. Alors, Madame Tolleray, plutôt peut-être que de revenir sur l'interprétation des stratégies parlementaires, je peux comprendre si vous souhaitez le faire, mais je propose aussi, n'hésitez pas à ce qu'on ouvre plus largement la discussion sur un autre point qui a été évoqué, qui n'est quand même pas un point anodin, puisqu'une des annonces faites par la Commission consiste quand même à annoncer la révision d'énormes pans législatifs en fait, européens. Sur le premier semestre, c'était annoncé par M. Pellegrin-Carlin, ce qui veut dire que le Parlement européen, qui a déjà sur les bras la réforme de la PAC, le cadre financier pluriannuel, pourrait se retrouver, vous n'allez pas chômer, à revoir en fait d'énormes pans de ce point de vue-là. Pour vous, ce travail, il est nécessaire, il doit être échelonné. Comment vous envisagez ça sur la législature ? Alors, je vais répondre à votre question, mais je vais d'abord bien répondre sur l'histoire du gaz pour qu'on soit super clair. Quand le Fonds de transition juste est arrivé au Parlement européen, le représentant du groupe PPE, qui est donc la droite, a rendu éligibles toutes les énergies fossiles, y compris le nucléaire. Nous, on a dit qu'on était contre. Les socialistes, ils ont dit qu'ils étaient contre.
Sauf qu'on n'arrivait pas à avoir de majorité, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc, la majorité qu'on a réussi à construire avec le PPE et avec les socialistes, c'était de virer toutes les énergies fossiles, et y compris le nucléaire, en contrepartie d'une dérogation pour du gaz de transition pour sortir du charbon. Ce truc-là, on a obtenu des compromis dans le texte. La taxonomie, la taxonomie, elle n'y était pas. Maintenant, elle y est. Les engagements climatiques par pays, ils n'y étaient pas. Et maintenant, ils y sont. Donc, ce compromis, c'est un compromis, gentleman agreement, qui a été fait de manière à avoir une majorité. Et c'est ce qui a été voté en commission régie. Bien entendu, dans tous les groupes politiques, il y a eu des discussions. Donc, ce qui a été voté en régie, ce n'était pas une surprise pour les députés qui n'étaient pas en régie. Et je vais même plus loin. Le texte du fonds de transition juste, il y a eu des avis dans tout un tas de commissions, la commission transport, IMCO, enfin plusieurs commissions, avec des rapporteurs de toutes couleurs politiques, des Verts, des SCD, des PPE, des chez nous. Et à chaque fois, ils sont arrivés au même compromis que nous sur le gaz. En revanche, lundi, par rapport à la plénière, les amendements sur le gaz, il y a eu un non-respect des compromis. En revanche, les conditions plus importantes que nous avons mis sont restées. Voilà, donc c'est pas la seule chose que les groupes Renew et les députés qui ont fait ça, notre seule caractéristique, c'est d'avoir respecté le compromis que nous avions fait avec nos collègues des autres pays. Et je peux vous dire que l'amendement anti-Pologne, c'est moi qui l'ai porté, l'inclusion de la mobilité durable dans les outils pour sortir de la carbonation et atteindre plus vite les énergies fossiles, c'est la même chose. Donc, on ne peut pas voir que ce qui ne plaît pas, il faut voir aussi comment le texte a été amélioré. Et en plus, si la Pologne sort du charbon, s'engage à la neutralité carbone, si la Roumanie et la Tchéquie font la même chose, je ne pense pas que pour le climat et l'atteinte des objectifs, ce soit un mauvais texte. Cependant, je ne cache pas non plus qu'au niveau des trilogues, il est possible que les gaz sortent. Par rapport à ce que vous disiez sur le travail, je crois qu'il est vraiment important qu'on remette les choses sur la table et qu'on bosse et qu'on ait des visions 360. Parce que comme le disait Monsieur Makarov tout à l'heure, il faut passer à l'action. Mais cette action, il faut bien se rendre compte qu'elle est dans un système d'interaction entre pays, entre secteurs d'activité. Je prends un exemple. Aujourd'hui, au niveau de l'agriculture, on veut une agriculture qui soit meilleure pour l'environnement. Aujourd'hui, les gaz à effet de serre ne sont pas comptés. Or, il est possible qu'en fonction des pratiques qu'on développe, on puisse avoir la dépendance énergétique des agriculteurs qui soit en augmentation, les productions de particules à partie fine qui sont en augmentation et pas en baisse. Donc, il est important qu'on se donne les moyens pour avoir une agriculture qui atteigne aussi et qui s'engage dans la neutralité carbone. Cependant, ça veut aussi dire que nos importations doivent protéger cette activité. Et je reviens tout de suite sur ce qui a été dit sur une taxation carbone, pas de taxation carbone, un mécanisme carbone, parce que taxe égale unanimité. Unanimité, ça veut dire ça ne passera pas. La taxe kérosène, unanimité, ça ne passera pas. Donc, mécanisme d'inclusion carbone, et ça, c'est majorité qualifiée, donc ça peut passer. C'est important qu'on soit dans l'action concrète et qu'on comprenne. Et c'est pour ça aussi que discuter avec les lobbies, c'est important. Le problème du lobby, c'est savoir qui le finance et pourquoi il vient nous voir. Cependant, moi, quand j'ai été élue députée européenne, je peux vous assurer que le carbone, j'y connaissais rien, la transition juste, j'y connaissais rien. Et c'est important qu'on puisse recevoir toutes les personnes, les grandes entreprises, les ONG. Mais par contre, ce qui est important, c'est de savoir leur financement. Donc moi, je ne reçois que des personnes qui sont inscrites au registre de transparence et tous mes rendez-vous sont publics. Merci Madame Tolleray. Alors vous venez justement d'évoquer quand même un point important qui est celui de l'unanimité et celui de l'intergouvernemental. Donc
Ça me paraît intéressant de bénéficier du regard de monsieur Pellerin-Carlin pour comprendre aussi la situation très spécifique. On parle de la Pologne, d'amendements anti-Pologne, etc. Mais en fait, quelle est la situation? Et finalement, le nœud du problème ne se trouve-t-il pas en Pologne parce qu'ils sont polonais, mais parce qu'ils sont extrêmement dépendants d'une énergie et d'une situation particulière? Monsieur Pellerin-Carlin. Oui, donc la question polonaise est une question évidemment fondamentale, et je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances et de préjugés sur ce pays qu'on connaît bien l'Institut Jacques Delors et sur lequel on travaille beaucoup. La Pologne est certes dépendante du charbon, hein, comme beaucoup de régions et de zones en Europe. Soit étant passant, la dépendance au charbon n'est pas l'apanage de la Pologne, ni même de l'Europe centrale ou de l'Europe de l'Est. Hein. L'Espagne, par exemple, notamment la région des Asturies, est extrêmement dépendante au charbon. La Grèce, la région de Macédoine du Nord, au nord de la Grèce, est aussi très dépendante au charbon. Et en France, on a encore quelques centrales à charbon qui ne seront peut-être pas fermées d'ici 2022. Ça reste en tout cas à voir. Deux points peut-être sur la Pologne. Un point déjà assez important, c'est que c'est un pays qui investit énormément dans la recherche et l'innovation, notamment sur l'environnement. Il y a un rapport récent de l'OCDE qui montre que la Pologne investit plus que la France dans la recherche et l'innovation sur les questions environnementales et notamment sur la réduction de pollution de l'air. Et le gouvernement polonais est en train, ils ne sont pas aveugles et stupides, ils voient l'évolution économique de leur pays. Ils voient l'intérêt économique qu'il y a en Pologne à développer, par exemple, l'éolien en mer, sur lequel la Pologne et notamment les chantiers navals de Gdańsk sont très bien positionnés sur la chaîne de valeur de l'éolien en mer. Et là, ce qui est en train d'être discuté en Pologne, c'est une réduction de la consommation de charbon en Pologne. Par contre, évidemment, c'est une réduction décidée par le gouvernement national pour des priorités nationales, ce qui est bien légitime pour un pays souverain comme l'est chaque pays membre de l'Union européenne. Donc, juste pour vous donner un chiffre rapide, aujourd'hui, la production électrique polonaise, c'est 75% de charbon. L'objectif qui est actuellement discuté au sein du gouvernement polonais, donc là, ce dont je vous parle, hein, c'est un plan porté par le ministre du Climat, Michał Kurtyka, c'est de passer de 75% aujourd'hui à un niveau entre 37 et 56% en 2030. Donc on est sur une baisse massive, hein, entre une baisse d'un tiers et une baisse de la moitié, hein, selon le niveau d'ambition, en 10 ans, ce qui est vraiment important pour la Pologne, et d'arriver en 2040 à un niveau de place du charbon dans le mix électrique polonais qui serait entre 11 et 28%. Et ça, c'est le plan actuel du gouvernement actuel en Pologne. Et je tiens du coup vraiment à souligner parce que la Pologne évolue très très vite et j'ai l'impression parfois que dans le débat, la Pologne est un peu utilisée par d'autres pays et d'autres acteurs qui se cachent derrière le gouvernement polonais pour dire « Ah non, on ne peut pas, vous comprenez, il y a la Pologne », un peu de la même manière qu'il y a 4 ans, on se cachait encore derrière le gouvernement britannique pour dire « Ah, on ne peut pas augmenter le budget européen, il y a des Britanniques ». On voit qu'il y a aussi pas mal d'acteurs qui se cachent derrière. Donc je voulais apporter ces éléments factuels-là pour qu'on puisse terminer sur une note, disons, d'optimisme fondée sur les faits et sur la réalité, à savoir que la Pologne est en train d'évoluer dans le très bon sens en termes de transition énergétique. Merci beaucoup. Bon, notre seul intervenant qui n'a pas eu la parole est Neil, donc je vais lui demander 30 secondes de réaction. Et vu qu'on a été en Pologne, il est peut-être temps de balayer aussi devant notre porte. Alors moi, j'ai entendu le secrétaire d'État aux Affaires européennes et ça a été rappelé, notamment la France, en fait, soutient un rehaussement de l'ambition climatique, mais je ne l'ai pas entendu dire texto qu'il soutenait le moins 55. Alors, c'est peut-être moi, Neil. Oui, en effet, on n'a pas, depuis le discours de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui soutient clairement les au moins 55% de baisse des émissions de gaz à effet de serre, il y a eu un certain nombre d'États qui se sont positionnés clairement en soutien à cet objectif. Mais moi, je n'ai pas encore entendu de la bouche ni de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, ni en effet du secrétaire d'État aux Affaires européennes, un soutien très ferme au 55. Le président de la République s'était engagé il y a un an devant l'ONU à soutenir cet objectif en Europe. Honnêtement, j'espère que la France tiendra parole et qu'elle portera cet objectif dans les négociations. Et pour ça, on a aussi besoin des parlementaires pour, quelque part, mettre la pression sur le gouvernement sur ce sujet. Donc, on compte également sur vous, les parlementaires, français comme européens, sur cette question. Merci beaucoup et c'est sûr que ça serait un signal fort alors qu'on s'apprête à célébrer les 5 ans de l'accord de Paris. Et ça ferait tout honneur à nos parlementaires comme à notre pays. Je vous remercie à toutes et à tous. Nous allons rendre l'antenne pour la dernière heure. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Au revoir. Merci à vous.